affectueusement appelé par ces jeunes frères doyens de la presse tchadienne. Abali Kaya est l'un des reporters à la conférence nationale souveraine de 1993. 32 ans après, le chevalier de la plume et du micro est toujours correspondant de l'agence France Presse au dialogue national inclusif. Nous avons eu la chance de le rencontrer et voir un peu, partager un peu de certaines de ses expériences lors des débats de la conférence nationale souveraine de 1993 et au dialogue national inclusif et souverain de 2022. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes appelé par la presse tchadienne doyen de la presse. Pourquoi cette appellation? Merci pour l'honneur que me font mes confrères. C'est vrai, j'ai la chance d'assurer la couverture de la CNS en 93. Si on comptabilise 93, aujourd'hui ça fait 29 ans. Donc je remercie Dieu d'avoir eu la chance de couvrir et la CNS et le DNIS. Donc de tous ceux qui m'appellent doyen, parce que c'est des gens que moi je vis grandi sous moi, c'est des gens que j'ai eu la chance de gérer, c'est des gens qui m'ont vu faire ce travail, et donc par expérience et par différence d'âge, ils m'appellent doyen. Je dirais c'est une affection que j'apprécie et je leur dis merci beaucoup. Oui, vous étiez le meilleur reporter à la conférence nationale de 1993. Alors dites-nous, comparativement à ce dialogue national inclusif de 2022, le niveau de débat qui vient de commencer déjà avec la thématique paix, cohésion sociale et réconciliation nationale. Comment vous appréciez le niveau des débats déjà à ce niveau? Bon, moi de mon point de vue, il faut d'abord situer les contextes. En 90, on sortait d'une période pour amorcer une nouvelle période, parce qu'on était sorti d'une période où la parole est unique, pour amorcer une période où la parole est plurielle. Et donc c'était une opportunité pour la plupart de ceux qui se sont retrouvés en 93 de se libérer. Et le débat a été très riche, très passionnant j'allais dire, de haut niveau, ça c'est une évidence. Et maintenant, 29 ans après, on a cheminé dans la liberté de la presse, dans la liberté de la parole jusqu'à 29 ans. Aujourd'hui, on arrive à cette période. Moi, de mon point de vue, si je dois comparer le débat de 93 à celui d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas match. En 93, le niveau était trop élevé. Et cette fois-ci, je ne sais pas si c'est la lassitude. Les gens, le niveau n'est pas de même. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de gens le disent et beaucoup de gens l'ont constaté. Maintenant, quelle est la raison? Je suis très mal placé pour savoir pourquoi ce débat est devenu bas. Ça, j'avoue que je n'arrive pas à vous donner une réponse précise. Mais je constate qu'effectivement, le niveau n'est pas élevé comme celui de 1993. Oui, au-delà de ce niveau de débat, quand on se souvient bien, en 1993, il n'y avait pas encore une forte exploration, éclosion de la presse. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 télévisions, les médias en ligne, les radios, il y a cette pluralité. Alors, comment vous voyez le traitement de l'information par certains de nos confrères à cette conférence, à ce dialogue national inclusif, surtout qu'à l'époque, il n'y avait que la RNT, la télévision nationale, N'Djamena Hebdo, le temps, un peu le progrès aussi, n'est-ce pas? Non, à l'époque, comme média audiovisuel, il y a la radio et la télévision. Et comme journal, il y a que N'Djamena Hebdo. Il n'existe aucune radio FM, aucun autre journal. Donc, nous, on a eu cette opportunité de laisser les gens parler. Tant qu'il y a débat, nous, on était en direct. Et aujourd'hui, il y a plusieurs organes de presse audiovisuels
vous avez des journaux en ligne, vous avez des journaux en papier. Bon, il va de soi que chacun traite l'information selon sa ligne éditoriale. Hein, les gens ne peuvent pas regarder dans la même direction. Chacun traite en fonction de son centre d'intérêt et en fonction de ce qu'il veut proposer à ce lecteur pour recevoir en contrepartie un lectorat élevé et éventuellement vendre son journal. Donc, la ligne éditoriale diffère d'un organe à un autre. Mais toujours est-il que dans cette différentes lignes, toujours est-il qu'il y a l'information. Ça, c'est l'élément capital. Maintenant, pour le reste, c'est des points de vue, c'est des commentaires en fonction de sa ligne éditoriale. Chacun commente le débat comme il le veut. Chacun commente, par exemple, le thème sur paix et réconciliation comme il le veut. Mais il ne pourra pas perdre de vue qu'au cours de ce débat, il y a eu le problème de paix et de sécurité et les solutions proposées par les membres de la commission et éventuellement les recommandations adoptées par l'ensemble de la plénière. Ça, c'est une évidence qu'on ne peut pas nier. Maintenant, est-ce que les recommandations sont bonnes? Est-ce que les discussions ont été bonnes? Ça dépend de la ligne éditoriale de tout un chacun. Moi, je ne peux pas faire un jugement sur la ligne éditoriale de chaque organe de presse. Oui, au nombre de reportages que vous avez eu à faire, doyen, quel est le reportage qui vous a particulièrement marqué l'esprit? J'avoue que s'il y a quelque chose qui m'a marqué l'esprit, c'est beaucoup plus la CNS. Pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord l'appréhension. La seconde raison, c'est la passion. On était une jeune télévision. On n'avait pas assez de moyens. On n'avait pas un cadre dans lequel on se trouve en ce moment. Et on est en train d'aller vers un événement d'une importance mondiale, je veux dire, parce qu'on sortait de la bolle et il était question maintenant que tous les pays africains doivent instaurer la démocratie à travers une conférence nationale souveraine. Certains pays l'ont expérimenté avant nous et nous on a pris le train en marche. Et donc, maintenant quand on a dans cet esprit, comment je dois couvrir cet événement? Vous avez l'appréhension, parce que vous ne connaissez pas l'événement qui est en face de vous, comment vous allez le découvrir? Et la passion, vous dites, bon, il faut que je réussisse. Dieu merci, grâce à nos techniciens de l'époque, il y en a qui sont encore vivants, à qui j'ai bon, vous avez Mamaïta, vous avez Dubaï, vous avez Ahmad Ali qui est à la poste, vous avez le défunt Bougoudi. Donc, ils ont fait travailler les ménages. On a installé un faisceau ici sur le toit de ce bâtiment et notre faisceau sur l'antenne là-bas. Les gens ont essayé de faire le pointage, ce qui nous a permis donc, avec un petit mélangeur, un petit écran et deux magnétoscopes. Parce qu'à l'époque, on utilisait des cassettes pneumatiques, c'est-à-dire on enregistrait sur de grosses cassettes tous les événements. Et quand on a lancé la première journée, deuxième journée, troisième journée, une semaine après, on a pris goût. On s'est dit, bon, il fallait jusqu'au bout. Et j'avoue que j'ai resté du matin jusqu'au soir. Et la dernière séance, on est resté du matin jusqu'à le lendemain matin. Et après, quand on m'a demandé à la fin, est-ce que je peux faire la synthèse de cet événement qui a duré 3 mois, j'avais eu froid ou j'avais peur. Je me disais, est-ce que je peux réussir? Heureusement que j'avais toutes mes notes. J'avais tous les textes que les gens ont eu à lire parce que je les gardais précieusement. Et donc, je dis, bon, je vais me jeter à l'eau, j'essaie de voir les choses de façon chronologique. Et j'ai pris comme monteur Oumariaya. Et je lui dis, est-ce que tu penses qu'on peut réussir? Il me dit, en faisant la chronologie, on peut réussir. Je dis, mais on ne doit pas dépasser 1 heure. Parce qu'une émission, 59 minutes. Le format 52. Voilà, 59 minutes avec générique début-fin, tu viens à 60 minutes. Et on se jetait.
Quand on a fait le reportage, quand on l'a fini, la première fois, et ça beaucoup ne le savent pas, le directeur de l'époque, Dungor Kourmagui, que Dieu ait son âme, a convoqué tous les partis politiques dans la salle des réunions de la CBNT pour leur faire voir ce qu'on a réalisé, pour éventuellement apporter des amendements, pour voir si on n'a pas trahi l'esprit de la CNS. Et donc on a projeté le reportage dans la salle de réunion de la CBNT. Il y a pratiquement tous les chefs des partis politiques. Et à la fin, ils ont dit qu'ils n'ont rien à dire, pas de commentaires. Ça a été un grand soulagement et ça a été une fierté pour moi. Et puis voilà. Donc c'est parmi le tout premier reportage qui m'a le plus marqué. Et 29 ans après, quand je revois moi-même cela, je me dis, mais comment est-ce que je suis arrivé à faire cela? Et l'ambiance qui prévalait entre vous, reporters, pendant cette conférence? Vous savez, ce que vous connaissez aujourd'hui, nous on ne l'a pas connu. On ne connaissait pas ce qu'on appelait per diem. La communication finale. On ne connaissait pas ce qu'on appelait per diem. Pour nous, c'était une émulation saine. Devoir revoir fêter l'émission, il faut que je réfléchisse comment faire une autre émission plus meilleure que celle de Doba. C'est tout ce qui nous guidait. Et donc, il y avait une concurrence saine et il y avait une passion du travail. Hein? Chacun voulait bien faire. Et Dieu seul sait avec quels moyens. Nos moyens étaient dérisoires. Aujourd'hui, vous avez les moyens. Vous êtes super équipés. Vous pourrez même, si je me permets, vous pouvez même faire des miracles. S'il y a une volonté réelle, si on aime ce travail, si on aime ce métier, on peut créer beaucoup de choses. Mais bon, je ne donne pas de leçons, mais je me mets toujours à la place de mes confrères parce que je me sens toujours dans la peau des journalistes et quand un journaliste fait un travail qui n'est pas bien fait, je suis choqué. Parce qu'on nous met tous dans le même sac. Mais quand un journaliste fait un bon travail, je suis fier. Parce que c'est le journalisme qui est félicité. Oui, on a besoin encore de vos expériences, doyen. On a toujours besoin de vos expériences, de vos conseils. Écoutez, j'ai toujours dit à vos amis, à vos collègues que moi je suis disponible. Et c'est notre devoir de transmettre ce que nous on a appris à la jeune génération et ainsi de suite. On ne dit pas que nous on est le top de top, mais à la différence d'âge, ce que nous on a connu, vous n'avez pas connu. Maintenant, le peu que nous connaissons, il n'y a pas de raison qu'on ne le mette à votre disposition, il n'y a pas de raison qu'on ne vous encourage pas, il n'y a pas de raison qu'on ne guide pas vos pas pour aller dans le sens, pour que vous puissiez vous améliorer, pour que vous puissiez satisfaire votre spectateur. Et ça fait partie de nos obligations. Voyez-vous, on ne peut pas prendre tout ce qu'on a pour partir avec des mains, cette pieds sous terre. Donc, nous, on est disponible. On est prêt à aider tous ceux qui manifestent, qui viennent vers nous, qui nous demandent conseil. On est prêt à leur donner des conseils, on est prêt à les orienter, on est prêt à les encourager. Parce que je me dis que nous sommes une famille et nous avons l'obligation de partager notre savoir-faire avec les autres. Oui, commencé depuis le 20 août 2022, que les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont été lancés certainement par le président de la République. Vous avez eu à lire les journaux. Alors, qu'est-ce que vous faites comme remarque à travers l'apparition ou soit les éditions de certains journaux de la place par rapport aux différents événements, à la couverture médiatique de ce dialogue national inclusif? Écoutez, moi je ne suis pas le monsieur censeur. Comme je vous ai dit, les faits sont là. Tous les journaux donnent les faits. Tous les journaux commandent également les mêmes faits, puisqu'on dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Je dirais que sur le plan de couverture, il y a une très bonne couverture qui s'est faite ensemble. Que ce soit en ligne, que ce soit sur les radios FM, que ce soit dans les autres chaînes de télévision. La couverture, elle est assurée. Il y a une très bonne communication qui se fait dans différents formats, différentes manières pour dire effectivement qu'il se passe un tel événement. Et aujourd'hui, personne n'ignore qu'il se passe un événement d'une grande importance au Tchad. De ce côté, il n'y a rien à dire.
Maintenant, vous me demandez mon appréciation. Non, je dis que je ne commande pas les commentaires des autres, mais tout ce que je retiens, je sais que tout le monde respecte les faits, et ça, c'est déjà le plus important. Les faits étant sacrés, le fait de le respecter, c'est une bonne chose. Libre à chacun d'apprécier maintenant ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, selon sa ligne éditoriale. Et là, je ne peux pas être monsieur censure pour dire ceci est bon, ceci n'est pas bon. Je regarde mon jugement pour moi. Oui, le journaliste étant dans la société, il appartient aussi à la société, il a aussi cette responsabilité sociétale. Alors, à ce niveau, quelle est la responsabilité sociale du journaliste en cette période de dialogue national inclusif et souverain? Le journaliste, vous savez, son rôle, c'est d'édifier la population. Son rôle, c'est d'informer de manière objective la population. Son rôle, c'est d'éduquer la population. Son rôle, de sensibiliser la population dans le sens où tout le monde cherche la paix, par exemple. Il appartient aux journalistes d'aider, d'aller dans ce sens. Donc, éduquer, sensibiliser, expliquer, encourager et surtout, donner l'information, je dirais, de manière objective. Maintenant, quitte à chacun de l'apprécier. Le journaliste, il a un grand rôle. Le journaliste peut mettre le feu tout de suite. Mais ce n'est pas lui qui va l'éteindre demain. Donc, dans la société, le journaliste est appelé à apporter sa contribution pour l'édifice d'une nation à travers sa plume, en sensibilisant, en orientant, en encourageant la population, en allant dans le sens où chacun doit retrouver son compte pour la stabilité, pour la paix, pour le vivre ensemble, d'une manière générale. Et ça, il joue un grand rôle là-dedans. Parce que c'est celui qui est censé porter le message au plus fond du village ou de la ville. Si le journaliste dit quelque chose, aujourd'hui, quand vous partez dans nos provinces avec la radio FM, vous constaterez que chacun a son poste radio en train de suivre la radio. Ça veut dire que ce que la radio dit, c'est comme la parole d'évangile. On y croit, même si c'est faux. Donc c'est là où le journaliste a une très grande responsabilité en donnant les faits d'abord, pour dire voilà ce qui se passe réellement. Maintenant, l'appréciation, à lui d'apprécier à sa manière, et ceux qui reçoivent le message à travers son appréciation, à eux également d'apprécier ce que le jeunesse leur a dit. Oui, vos conseils, peut-être une dernière question à vos jeunes confrères en cette période particulièrement cruciale. Moi, je me dis à mes jeunes frères, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut mettre la passion. Il ne faut jamais mettre l'intérêt matériel devant. Il faut se dire, je sers un pays, je sers une population, je dois d'abord faire mon travail et ensuite, si j'ai à réclamer, je le ferai après. Ça, c'est très important. Et quand on doit faire son travail, il faut le faire avec sérieux, avec abnégation. Parce que demain, si vous faites un bon travail, vous faites une bonne émission, c'est vous qui êtes le grand bénéficiaire, parce qu'on va vous dire, ah ça c'est M. X, il fait de très belles émissions. Vous laissez un nom. Le nom est plus important que n'importe quoi. Mais quand, pour un travail confié, vous rechignez, oui, il faut qu'on me donne ça, si on ne me donne pas, je ne fais pas, mais vous perdez toute votre valeur. Donc, le journaliste aussi est une personnalité qui doit forger sa personnalité, qui doit avoir une certaine crédibilité à travers sa personnalité, parce que quand vous avez une personnalité, une crédibilité, vous êtes respecté. Mais quand vous courez après le matériel, vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas respecté. On va dire, bon, écoute, il faut les laisser, c'est là, on comprend ce qu'ils veulent. Si essayer de donner quelque chose, et ça, c'est mauvais. Et ça, j'ai toujours combattu cet esprit. Moi, je me dis que je ne veux pas qu'on nous traite pour des petits salopards. Nous sommes des journalistes,
nous sommes importants, nous avons un grand rôle à jouer dans la société tchadienne. Nous sommes un maillon très important de la chaîne. Maintenant, il nous appartient à nous d'entretenir ce maillon, d'entretenir cette chaîne par notre comportement et par le travail que nous faisons. Il faut faire un travail de qualité. Il faut qu'on montre qu'on mérite ce qu'on fait. Il faut qu'on montre que ce travail, c'est le nôtre. Et on sait le faire. Ça, c'est très important. Voilà. Doyen Abali Kaya, nous saurons comment vous remercier d'avoir répondu promptement à notre invitation. Nous avons certainement aussi bénéficié de vos sages et utiles conseils, surtout de vos expériences, pour avoir été à la conférence nationale de souveraine de 1993, un meilleur reporter, et vous êtes encore toujours solide avec nous ici. Écoutez, merci d'être passé à notre invitation. Le plaisir est partagé. Je me dis que je me sens toujours journaliste jusqu'à la dernière minute et je suis toujours disposé à encadrer, à aider mes jeunes frères tant qu'ils auront besoin de moi. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cet entretien avec le doyen de la presse tchadienne Abali Kaya. Abali Kaya, nous nous souvenons bien de lui, il était le meilleur reporter à la conférence nationale souveraine de 1993. Il est passé pour certainement partager un peu certaines de ses expériences avec la nouvelle génération. Merci, au revoir.